Allez, salut les copains. Cette semaine, dernière vidéo consacrée à la partie transatlantique. Alors aujourd'hui, on va parler de comment réussir une transatlantique. Donc ça fait nous un mois que l'on est arrivé à quelque chose près puisqu'on est le 1er février. Tu le vois d'ailleurs dans le cadre derrière moi. On n'est plus dans un environnement marin, on est dans un environnement terrien à peu près 1500 km de Jacaré en plein cœur du Brésil. Donc voilà, je voulais te parler de ce thème, comment réussir sa transat, de par mes propres convictions, ma propre expérience, puisque comme tu le sais, j'ai effectué 2 transats, j'en suis à peu près à 24 000, 25 000 milles nautiques, donc 85% à peu près en semi-hauturier ou hauturier. Bon, c'est pas non plus un parcours de dingue que j'ai, mais c'est pas non plus ridicule. Donc voilà, on va découper cette partie en 9 étapes, 9 petits conseils, et les conseils sont sur ma propre expérience. Et la propre expérience, ça passe aussi par les erreurs que j'ai faites. Première étape. La première étape va être consacrée aux pièces de rechange. Alors bien sûr, je ne vais pas t'expliquer comment tu dois équiper ton bateau pour ton programme de navigation, puisque le programme de navigation t'appartient et tu vas le faire en fonction. Tu vois, par exemple, si je devais équiper mon bateau pour la transat avec un hydrogénérateur pour recharger dans le poteau noir ou un radar pour voir les grains arriver de nuit, c'est un investissement qui serait relativement cher puisqu'on serait de l'ordre pour ces 2 postes de 8 000 € à peu près pour que ça ne me serve que sur ce type de navigation là. Donc pas nécessaire. Alors par contre, en termes de pièces de rechange, ce que je te conseille d'avoir, c'est du cordage d'avance, notamment des drisses. Tu peux avoir besoin d'une drisse de grand voile et une drisse de génois. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des bouts en rechange? Tout simplement parce que dans ta traversée, qui va durer 10 jours, 15 jours, 3 semaines, pendant 3 semaines, toi, tu vas te reposer. Ton bateau, lui, il ne se repose jamais. Il avance perpétuellement dans une mer qui peut être de calme à former et tout travail, tout va s'user pendant cette navigation-là. Si tu prends l'exemple sur le Vendée Globe, il n'y a quasi pas un bateau qui n'a pas eu un problème de hook. Nous, par exemple, on n'est pas équipé de hook sur la plaisance, mais si tu veux, ça s'use très vite. Et si tu pètes ta drisse de GV, tu es un peu quand même emmerdé. Déjà, quand tu vas les tarquer, il faut voir que tes réas soient quand même en bon état, mais quand tu vas les tarquer, tu mets une tension dedans. Si ta poulie de réa est usée, tu vas user également ta drisse. Si ta drisse pète, c'est une voile en moins, quoi. Donc, un délai que tu peux rajouter à ta transat. Si toutefois tu viens à casser, bon, tu passes un messager, tu envoies ta drisse de rechange et tu repars. On va dire, tu te pénalises quelques heures, mais tu ne vas pas te pénaliser plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Deuxième pièce à avoir en rechange, ce sont des poulies. Parce que tu prends l'exemple, moi je n'ai pas de frein de baume, donc j'ai fait une retenue de baume. J'ai pris d'un côté une poulie, de l'autre côté un anneau anti-friction. L'anneau anti-friction, je l'avais fait avec, tu sais, ce petit cordage que tu trouves partout, là, qui est fait par Cousin. Forcément, il y a de la tension dessus, j'en ai pété un. Donc là, j'ai pu le réparer parce que j'avais également prévu du Dynéma en spare. Donc voilà, j'ai pu fabriquer, si tu veux, j'ai pu refabriquer mon petit système et on a pu donc avoir recours à la retenue de baume et éviter les empannages qui peuvent être un peu catastrophiques selon les conditions météo que tu as, puisque moi, elle a pété dans le poteau noir lors d'une rafale. Ce qu'il va te falloir également, ce sont des manilles. Quand j'ai fait la première transat, on avait pété la manille qui tient le point d'amure du génois. Pareil, on avait pu réparer avec du Dynéma, mais avec une manille, ça aurait été nettement plus simple. Vraiment, vraiment nettement plus simple. Et ensuite, donc, ce qui peut arriver également, c'est de griller une ampoule sur tes feux de navigation. Donc, que ce soit le feu de proue ou le feu de poupe. Donc, je te conseille d'avoir vraiment 2 ampoules en rechange au cas où. Mais c'est pas ce qui va déterminer là tes conditions de navigation, mais l'essentiel étant d'être vu
par les autres bateaux que tu peux croiser. Même si tu penses que tu ne vas pas croiser grand monde, et effectivement je peux te confirmer que c'est le cas, mais on a pu échanger avec un bateau, enfin échanger non, on a pu constater à Mindelo qu'un bateau avait été percuté par un cargo. C'était un bateau de, je crois, 30 pieds. Le cargo l'a pas vu puisqu'ils ne font pas la veille. Attention, c'est pas une généralité ce que je te dis, mais par exemple, on a Simon et Anaïs quand ils sont remontés de Gambie jusqu'au Cap-Vert. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ils ont croisé un cargo à 30 mètres, personne ne faisait la veille, ils étaient tous à l'arrière à boire un coup. Donc voilà les quelques pièces qu'il va te falloir en rechange et qui sont, je dirais, impératives en cas de problème. Alors la pharmacie de bord, aujourd'hui tu peux trouver sur le net ce dont tu as besoin. Par exemple sur Tangaroa, en termes de pharmacie, nous avons la même pharmacie que les coureurs du Vendée Globe. Où est-ce que j'ai pris tout ce dont j'avais besoin? Tout simplement sur l'association Sales World avec la liste qui a été donnée par le docteur Jean-Yves Chauve, donc qui est le médecin du Vendée Globe entre autres, et qui est un spécialiste médical de la course au large. Alors c'est pas dans l'intérêt de faire de la course au large, mais c'est de se dire en cas de problème, tu dois te débrouiller, tu dois avoir une solution pour gérer ton équipage ou te gérer toi rapidement. Donc ça c'est la première chose que j'avais constituée en termes de pharmacie avant de partir. Bien sûr ce qui est impératif dedans ça va être du type Doliprane, type ibuprofène, Nurofen Flash par exemple, des pommades anti-douleur de type Voltaren. Également, moi ce qui m'était arrivé une fois quand j'étais en Grèce, c'était un problème dentaire. Donc j'avais acheté pareil, toujours avant de partir, le kit Dentapass que tu peux trouver un petit peu partout, mais quoi qu'il en soit, dis-toi que je vais te mettre la liste de tout ce dont je te parle, que tu puisses avoir un repère, que ça t'évite de chercher par toi-même. Tu cliques sur le lien et tu arriveras à trouver. Le kit Dentapass te permet de te sortir d'une situation qui est délicate. Et quand j'avais eu ce problème dentaire, dans la pharmacie que j'avais du Vendée Globe, il y avait aussi, et à chaque fois j'oublie le nom de cet antidouleur qui est hyper puissant, je vais te le mettre parce que ça me revient pas dedans. Donc voilà, je l'avais fait doser, j'avais bien discuté avec mon médecin dessus parce que c'est considéré comme de la drogue. Donc voilà, il faut expliquer le pourquoi du comment aussi tu t'équipes de ça, quel est ton projet, parce qu'on ne te le délivre pas comme ça. Et c'est des commandes qui sont particulières. Ça, elle va être propre à chacun. Est-ce que tu as besoin d'un équipier ou de plusieurs équipiers? Est-ce que tu as envie d'avoir des équipiers et comment tu vas les sélectionner? Pour ma part, chaque fois que j'ai recruté des équipiers, je suis passé par la bourse aux équipiers. Parce que c'est simple, connecté avec Facebook, tu as des réponses. Donc j'ai sollicité 3 fois des équipiers. La première fois, c'était, j'avais envie de partager ce moment qui a été magique. Donc ça, c'est, si tu veux, post-départ, puisque je suis parti au mois de mai. Je passe une annonce au mois de juillet, parce que j'avais envie, je me sentais privilégié dans cette expérience-là, donc j'avais envie de la faire partager à quelqu'un. L'équipier qui est venu à bord à ce moment-là, tu le connais, hein, enfin tu la connais, puisque c'est Sonia. Voilà, elle est arrivée, puis elle part en partie. Ensuite, donc moi j'avais l'habitude de naviguer seul, et puis Sonia voyait un petit peu comme je naviguais, notamment sur des trajets qui ont été entre le Portugal et Madère, et donc qui a été une navigation de 3 jours et demi, je crois, de mémoire. Entre Madère et les Canaries, ça a été 1 jour et demi. Et puis bon, quand on a décidé d'aller au Cap-Vert, Sonia me dit, écoute, ce serait bien qu'on prenne un équipier pour que tu puisses te reposer un petit peu. Donc on avait sélectionné un équipier à ce moment-là. Et puis pour la Transat, comme je t'avais dit, je ne sais pas si Sonia viendra. Si elle ne vient pas, je la fais seule. Et puis au final, je me suis dit, bon, Sonia décide de venir. On va un peu changer de mood plutôt que d'être tout le temps tous les deux, et on va prendre des équipiers. Alors à chaque fois que j'ai posté une annonce,
j'ai des réponses à hauteur de 90% à peu près d'équipage féminin. Alors bien entendu, moi je ne voulais pas partir avec une fille seule pour éviter tout problème d'interprétation ou autre. Donc voilà, j'ai sélectionné par exemple pour le dernier trajet un couple où tu te dis ça va être sympa, on est plus ou moins égalitaire, parce que si tu prends une personne, toi tu vas naviguer en couple, la personne risque de se sentir exclue. Moi j'avais pas envie que les gens puissent se sentir exclus de cette aventure-là, qui est une aventure quand même qui est assez grande, assez importante. Et donc voilà pourquoi j'avais privilégié un couple. Alors après, comment est-ce qu'on arrive à sélectionner les équipiers? Bon, dans les réponses que tu as, par exemple sur l'annonce de la Transat, j'ai eu plus de 200 réponses. Les réponses que tu as, ce ne sont que des copier-coller. Ce ne sont que les mêmes personnes qui t'écrivent en te disant qu'ils sont débutants, mais qui sont ultra motivés pour apprendre, qui sont végétariens, qui veulent voyager sans utiliser l'avion. Bref, ce sont des bateaux stoppeurs en quelque sorte. Ça veut dire je viens, je vais prendre quelque chose. Quelque chose, ça veut dire apprendre à naviguer aussi, parce que quand tu les prends, tu es obligé de leur apprendre à naviguer puisqu'ils sont débutants. Donc tu vas leur donner quand même de l'investissement, tu vas leur donner accès à absolument tout ton bateau, toutes tes affaires, mais dedans tu ne vas pas avoir le retour sur investissement. Je m'explique quand je parle du retour sur investissement. Tu vas avoir des personnes qui s'investissent à minima, puisque leur objectif est d'aller du point de départ au point d'arrivée. Et arrivé au point d'arrivée, tu vas le voir dedans, mais ça je te parle de par l'expérience, l'implication qui était déjà pas très forte au départ va diminuer progressivement. Donc aujourd'hui, si je devais refaire les choses, alors ça je te l'ai dit déjà sur une vidéo, mais si je devais refaire les choses en équipage, soit je partirais avec des potes, je pense à mes potes du port à Martigues. Donc voilà, ça m'aurait fait plaisir de faire cette navigation avec eux. On se connaît très bien, on a beaucoup navigué ensemble, on a passé énormément de temps ensemble, et donc c'est une des clés aussi du choix des équipiers, ça va être les valeurs humaines dedans que tu mets, parce que quand tu prends des équipiers, tu les connais pas. Quand tu te vois ou tu discutes par téléphone, par WhatsApp ou compagnie, il est très facile de duper l'interlocuteur que tu as en face. Donc on va te faire croire quelque chose, et puis dans la réalité, quand tu le pratiques au quotidien, là tu peux plus te cacher, tu peux plus mentir. Donc voilà, si tu veux, je partirai sur des potes comme ça, ou des personnes qui sont abonnées à la chaîne, parce que ces personnes-là, chaque fois que je croisais quelqu'un qui est abonné, me dit mais on a l'impression de te connaître, parce qu'effectivement on se dévoile. Donc ça veut dire que les personnes savent comment nous sommes, savent comment on navigue, et de ce fait-là s'adaptent plus facilement. Au niveau de la gestion des quarts, alors ce que je fais moi au niveau des quarts, c'est que je laisse une feuille visible constamment des quarts que j'ai prévus. Alors les quarts, ouais, c'est moi qui les ai prévus sur le coup. J'avais fait 3 modèles différents. Les modèles différents sont tout simples. C'est sur le lever et le coucher de soleil, hein, puisque c'est là où tu dois observer une veille attentive, parce que tu as une visibilité qui est réduite. Donc j'avais moi fait ce tableau-là, et il faut vraiment que tout le monde puisse le consulter en permanence. Donc dans ma cabine atelier, cabine à bordel si tu veux, je l'appelle comme ça, voilà, la porte était ouverte et j'avais scotché dedans, mais ça je vais te mettre un petit peu à quoi ça ressemble. Et ce qu'il faut, c'est que tu expliques ce que tu attends aussi dedans des personnes. Exemple, moi j'explique que quand on fait un quart, là par exemple c'était un quart de 3 heures, hein, puisque nous étions 3 de quart. Tu ne dors pas pendant ton quart, c'est pas un moment de repos, c'est un moment de veille, c'est un moment d'implication dans le bateau, c'est un moment de sécurité pour et le bateau et l'équipage. Donc c'est aussi un moment de respect que l'équipier doit avoir, et pour ton bateau et pour ton équipage, surtout quand tu prends des équipiers qui sont en couple. Donc la personne qui est de quart doit avoir quand même le respect aussi de son conjoint, parce qu'on parle là en cas d'accident de vie humaine.
de vie humaine, juridiquement, c'est le skipper qui est responsable, donc moi. Donc si tu veux, je suis un peu intransigeant dessus. Et bien sûr, ça après c'est ma partie, mais moi il n'y a pas d'alcool à bord quand on navigue. Quand on est au mouillage, à terre ou ce que tu veux, tu as bien vu que j'étais quand même un peu nos limites. Et là, on se met des limites dessus pour la sécurité et le bien-être de chacun. L'avitaillement. Déjà, on a à peu près à hauteur de 100% des navigateurs la même transatlantique quasiment. Hein. C'est-à-dire qu'on part tous d'Europe pour aller aux Canaries, pour aller au Cap-Vert. Et c'est là où on se sépare. Ensuite, 90% vont aux Antilles et 10% vont au Brésil. Donc on va être confrontés, si tu veux, tous aux mêmes problématiques. La problématique déjà, c'est que quand tu avitailles au Cap-Vert, c'est très très bien pour les produits frais puisque tu as deux marchés. Tu as le marché municipal qui est dans la rue qui remonte et tu as le marché africain qui est en sortant de la marina sur la droite. Très très bien approvisionné en termes de fruits et de légumes. Il y a un choix qui est quand même important, mais cher. Les supermarchés à proximité du port. Donc tu as deux fragatas, un qui est vraiment en face du portrait de Césaria Évora, là qui est petit, qui fait l'angle, et un qui est un peu plus sur ta gauche, à hauteur de l'endroit où il y a des banques et la poste. Donc ce sont les deux plus gros supermarchés. Et tu as ensuite un bento qui est vers le marché africain. Tu le reconnais puisqu'il est rouge et jaune en devanture. Donc là, tu vas trouver quand même pas mal de choses assez chères. Je trouve aussi. Donc mon conseil dedans, si tu prévois de faire ta navigation classique sans passer comme on a fait nous par l'Afrique, ça serait d'avitailler le plus possible aux Canaries, parce que tu as énormément de choix. Les Canaries, c'est l'Espagne c'est l'Europe, donc tu as énormément de choix à des tarifs qui sont nettement plus compétitifs. Dis-toi qu'aux Canaries, bien que tout ce qu'ils ont quasi vienne par bateau, tu as une TVA qui est à 7%. Donc c'est beaucoup moins cher et le choix il est juste mais vraiment colossal. Si tu passes par Tenerife, tu as un carrefour quoi, hein, qui est gigantesque. Je sais qu'on avait fait de très bons avitaillements là-bas, des produits qu'on a gardés quand même longtemps, puisque prévoyant d'aller en Afrique, à ce moment-là j'appelle Pierrot, et puis je lui dis Pierrot, qu'est-ce qui te manque toi en Afrique? Quels sont les produits qu'on ne trouve pas là-bas? Exemple, le café en Afrique, tu n'as pas de café moulu, tu vas avoir du café lyophilisé. C'est pas trop nous ce qu'on aime, donc on avait fait quand même des stocks de café là-bas qu'on avait complété au Cap-Vert parce que tu trouves du café de Fogo. Et bon, sur le café, il importe du Brésil après, sinon, hein, puisque tu sais que les anciennes colonies portugaises ont toujours toutes des liens ensemble avec le Portugal. Donc voilà, tu vas pouvoir trouver ces produits-là. Au niveau maintenant de l'eau. L'eau à Mindelo est potable. Elle est potable parce qu'elle est dessalée. Donc tu peux remplir tes cuves d'eau dessalée, donc d'eau que tu peux consommer. Hein. Moi, l'eau de Mindelo, je l'ai bu, je n'ai eu aucun problème. Le problème que j'avais, c'était avec les poissons. Mais bon. Et ensuite, donc, si toutefois tu veux acheter de l'eau en bouteille, tu as la marque Trinidad qui va sortir on va dire des bouteilles classiques de 1,5 litre, 3 litres, 5 litres, 10 litres et je crois 10 litres et demi. Celle de 10 litres et demi, et ça je vais t'incruster aussi l'image parce que je l'ai gardée à bord quand je rentre au bateau dans mon petit montage, je te la mettrai. C'est un bib, donc un bagging box, un peu comme les bibs de Pinard, quoi. Bon, que le goût qui change, mais ça c'est pratique dans la gestion de tes déchets parce que ta poche se compacte, le reste c'est du carton, ça se découpe. Et donc, dans une transat où tu vas quand même avoir des déchets, tu minimises aussi tes déchets et ton impact environnemental, hein, parce que l'endroit où tu vas jeter la poubelle, c'est l'endroit où tu vas arriver. Ce sont des îles, tu sais que dans les îles, la gestion des déchets, elle est complexe aussi. Si tu arrives au Brésil, c'est le continent, mais tu ne vas pas remplir, ne serait-ce que par respect pour le pays qui t'accueille, de tous tes déchets.
Si tu as maintenant des conserves à bord, bah, tu t'achètes un marqueur, ça tu en trouves partout, et tu lèves surtout l'étiquette de la conserve, parce que dedans tu peux avoir, dans l'entreposage des conserves, au moment où c'est stocké, des nuisibles style cafard qui font des œufs, ou autre, et ça peut vite devenir l'enfer en bateau. Donc tu enlèves ton étiquette, tu laves ta boîte de conserve, et au marqueur tu notes ce que c'est dessus. Prends le minimum, je vais te dire, de conserve. La conserve, elle est là quand tu peux pas trop cuisiner, quand tu as une mer qui est formée. Mais attention, c'est du fer. Et le fer, ça rouille. On a eu, nous, une boîte de thon qui était passée derrière et qui a rouillé, qui s'est percé. Et là, je te raconte même pas l'odeur et le temps qu'il a fallu avec les produits qu'on a mis pour enlever cette odeur-là. Donc dans la gestion des déchets, bon, on a parlé déjà des conserves, on a parlé de l'eau, on peut parler aussi des bocaux. Bien entendu, pour nous, rien ne passe à la mer. J'avais connu un skipper sur l'étape Canaries Cap-Vert qui lui balançait tout à la mer, les bouteilles, les bocaux, tu vois, en remplissant et en faisant couler au fond. Bon, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, ça me choque de faire ça. Donc, nous, rien ne passe à la mer, mis à part ce qui est déchets alimentaires. Donc, tu vas éplucher un oignon, tu vas éplucher une pomme de terre. Voilà, ça, c'est biodégradable. Les poissons vont le bouffer instantanément. Enfin bon, des poissons, il y en a de moins en moins, hein. Enfin, du moins, quand tu vois ce qu'on a remonté, nous, il y en a de moins en moins. Mais voilà, dans ta gestion des déchets, on fait comme ça. On fonctionne, nous, avec une poubelle qui fait 30 litres. On va venir découper tout ce qui est emballage, donc que ce soit carton, plastique, pour que ça prenne moins de place. À 4 sur combien, 14 jours, 13 jours de transat, je ne sais plus, on a utilisé au total moins de 2 sacs poubelles. Les sacs poubelles, donc on les a stockés dans la baille à mouillage, puisque c'est l'endroit qui ne sert pas. Je n'ai pas voulu le mettre dans l'annexe parce que c'est, si tu vas un petit peu à l'air libre, donc les odeurs avec le soleil, c'est un peu moyen. Donc dans la baille à mouillage, déjà tu te prémunis du soleil. C'est un endroit où tu as l'eau qui passe sur les côtés, donc ça rafraîchit un peu plus, même s'il fait très chaud dans la zone de navigation, mais t'as pas la même sensation de mauvaises odeurs. Donc on les avait passées ici. Alors la déclaration de transat, c'est une étape qui est importante, mais qui est souvent soit oubliée, soit pas connue des plaisanciers. Donc quand nous sommes partis, j'ai fait une déclaration de transat auprès du Cross Greenet. Tu as un site internet qui est bien fait, tu as un formulaire à télécharger, à remplir et à leur envoyer. Dedans, tu vas noter ton équipage. Qui est le skipper, quel est le bateau, quelle est la couleur du bateau. Toutes les informations que tu vas leur donner, elles n'ont qu'un but, en cas de naufrage ou en cas d'accident, pouvoir venir te secourir le plus rapidement possible. Et là, c'est hyper important parce que on a tous notre radeau de survie et c'est aujourd'hui la seule chose que tu achètes en espérant ne jamais t'en servir. Si tu passes 4 jours dans un radeau de survie à 4, c'est un petit peu balèze. Donc, si tu veux, dedans, tu notes tout le matériel que tu as. Le matériel que tu as, ça va être tes VHF, tes GPS, tes moyens de communication satellite. Donc, il te demande si tu as un Iridium, par exemple. Moi, j'aurais expliqué que je n'avais que Starlink à bord. Tu le sais, on a grillé le transpondeur AIS, donc pas la possibilité pour les bateaux aux alentours de nous voir. Mais par contre, et ça on en parlera un petit peu plus tard, bien que j'en avais parlé dans une vidéo entre le Cap-Vert et le Sénégal, mais j'ai un tracker GPS qui fonctionne H24 et qui est en temps réel. C'est-à-dire que tu vas pouvoir émettre une position entre 1 et 60 minutes, ça c'est toi qui le décides, mais on en reparlera un petit peu plus tard, donc je leur ai donné le lien, parce qu'ils ont la possibilité de suivre la progression du bateau
à ce moment-là. Et bien sûr, ce qui compte aussi pour eux, et ce qui est obligatoire, et ça c'est bien précisé dedans, c'est ta balise EPIRB. Puisque dès lors que tu es en semi-hauturier, donc à plus de 60 000 nautiques d'un abri, tu dois avoir en France l'obligation d'avoir ton EPIRB. Avec, il leur faut le numéro, je crois que c'est hexadécimal, si je ne dis pas de bêtises, de 15 chiffres, c'est hyper important pour eux. Le cross, ce sont des militaires. Donc le fonctionnement doit être carré. Mais ils sont d'une extrême gentillesse. Donc moi j'avais oublié le numéro exa de l'EPIRB. Ils m'ont juste remercié de leur avoir envoyé le formulaire et ils m'ont demandé si je avais bien la gentillesse de leur communiquer. Donc vraiment très gentil. Je te conseille de faire ta déclaration de transat et bien sûr quand tu arrives, bah, tu leur envoies un mail en disant que tu es bien arrivé puisque ils suivent un petit peu ta progression, mais c'est bien quand tu arrives quelque part de dire bonjour et quand tu pars de quelque part de dire bonjour et quand tu arrives quelque part de dire merci et au revoir. Ici, c'est l'hôpital de la Marine, donc c'est l'hôpital de Purpan qui est à Toulouse. Pareil, tout est ultra bien fait sur leur site que je vais te mettre en description. De là, tu vas pouvoir télécharger les fiches médicales de chacun de l'équipage. Avec, si tu veux, ton âge, ta date de naissance, tes antécédents médicaux, quelle est la pharmacie que tu as à bord, si tu as eu des vaccins, si tu as des allergies, et ta pharmacie de bord. Et ça, à télécharger pour chacun des membres de l'équipage. Alors là, je vais te donner un autre petit conseil de par mon ancien métier, ce sont des informations médicales. L'information médicale est tenue par le secret médical. Donc, en aucun cas, tu ne dois conserver ces documents. À partir du moment où tu arrives, soit tu rends les informations à tes équipiers, soit tu les mets à la destruction. Quand je te dis à la destruction, c'est que tu les brûles. Il ne suffit pas de les déchirer, tu les brûles. Voilà, ça c'est un conseil que je te donne juridiquement, puisqu'on est bateau sous pavillon français. Voilà, tu dois quand même le savoir. Ensuite, donc, tu as des fiches d'observation médicale également, qui permettent d'avoir un déroulé si tu dois faire appel à eux. Alors, ils sont joignables par Iridium, ils sont joignables par téléphone et également par WhatsApp. Donc ça, c'est plutôt top. J'avais vu, moi avec eux, puisque je leur ai expliqué que je n'avais que Starlink et autres, donc ils sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire une téléconsultation. Donc ça va permettre de décrire les symptômes. Alors tu peux avoir quelqu'un qui a une allergie quelle qu'elle soit, qui peut avoir une maladie ou un accident. Je veux dire, tu es sur un empannage, tu prends la bombe dans la tronche. Souviens-toi, je crois que c'était sur l'Arc il y a 2 ans, il y a un type qui est mort quand même comme ça. Il est passé à l'eau, il est mort. Bon, si c'est un empannage raisonnable par exemple, voilà, c'est de décrire un petit peu les symptômes et qu'eux puissent arriver à te trouver une solution et organiser un sauvetage en mer, vraiment en dernier relais, c'est-à-dire avec, tu le sais, dans un premier temps les aéronefs, un hélico, un bateau qui passe à proximité. Mais voilà, plus tu vas leur donner d'informations, de toute façon ils veulent les informations complètes, plus en cas de problème, on va pouvoir t'apporter une solution qui est extérieure. De ton bateau, comme je te disais tout à l'heure, c'est un bateau qui travaille et qui souffre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc tu dois apporter des vérifications quotidiennes, 1 à 2 fois par jour. Par exemple sur les IMOCA, pour avoir visité le musée de la Marine et l'expo qui était consacrée au Vendée, les vérifications c'est 2 fois par jour. Moi, je fais mes vérifications entre 1 et 2 fois par jour. Alors, qu'est-ce que je vais vérifier? Déjà, celle que je vérifie 4, 5, 6 fois par jour, c'est la présence d'eau dans les fonds. S'il y a de l'eau, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle est salée? Est-ce qu'elle est douce? Donc ça, tu le sais, ça on te l'apprend depuis que tu fais du bateau, c'est de goûter l'eau. Si elle est douce, ça va. Si elle est salée, c'est un peu plus compliqué. Et d'essayer de voir en levant tous tes planchers d'où vient l'eau. Si tu as une infiltration, par exemple, tu le sais, j'en ai eu une parce qu'on a un hublot qui s'est décollé pendant le trajet Gambie jusqu'au Cap Vert. Mais là, j'avais une deuxième rentrée d'eau qui était par la soute à voile. Donc la soute à voile, j'avais changé les fermetures, tu sais, des 2 loquets l'an passé, mais j'en ai un qui s'est recassé.
Ce sont des fermetures de chez Goyo. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est cassé. Et donc ma soute à voile, donc le panneau vraiment ne plaquait plus dessus. Donc il y avait un espace on va dire infime, hein, peut-être un demi-centimètre, même pas, avec tu sais, le rebord, ben, l'eau rentrait quand même par là. Donc j'avais de temps en temps un petit peu d'eau dans les fonds. Mais c'est important de remonter à la source pour essayer de trouver une solution et éviter après d'avoir de l'eau qui passe par-dessus les planchers. Donc voilà, ce qu'il te faut aussi, bien sûr, si on reparle des spares, c'est une pompe vide-cale de rechange. Moi j'en ai toujours 2 voire 3 à bord au cas où et quasi prête à être branchée pour éviter tout problème. Autre vérification que je fais quotidiennement, c'est le gréement dans quasi toute son intégralité. Donc je vais faire un tour le matin, je vais vérifier mes ridoirs, savoir s'il y a toujours les goupilles, regarder la tension du haut bannage, regarder dans la baume si les rivets sont toujours en état, si ils n'ont pas de jeu. Tu sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des problèmes sur les rivets. Tu sais qu'à Pierrot, ça lui est arrivé également, ces rivets, quand il est arrivé à Jacare où il les a changés. Ben voilà, moi je vérifie ça constamment et j'ai du stock pour pouvoir réparer. Tu pètes les rivets, c'est la baume qui tombe. Et ça, tu le sais que ça m'est arrivé une fois. Bon, c'est compliqué à faire en mer, surtout selon l'état de la mer. C'est pas non plus impossible à faire, mais ça reste quand même compliqué. Donc voilà, vérifie ça tous les jours et va vérifier également ta ferrure d'étrave. Et ça, on en avait parlé quand j'étais à Malte. C'est hyper important parce que ton été est repris dessus, donc ton enrouleur. Et si il vient y avoir une ferrure qui s'arrache parce que les boulons, en travaillant, se desserrent, là c'est un dématage qui est assuré. Donc va vérifier tous les jours, tu pars, si c'est comme moi avec une clé de 13, un tournevis, hein, et tu vas vérifier constamment que tout soit bien serré, que la tension soit bonne, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas avoir de casse. Même si tu es assuré et que tu as changé ton gréement, puisque à l'heure actuelle, c'est tous les 10 ans qu'une assurance te demande de changer un gréement. Je crois que ça va être amené à 7 ans. Hein. J'ai entendu des bruits, mais j'ai pas la source officielle. Donc voilà, prends soin de ton gréement parce que c'est ton gréement qui va te permettre d'aller le plus loin possible. Et également, au niveau du gréement courant, là pareil, tu vérifies un petit peu tous les jours. Avant de partir, si tes drisses sont, on va dire, sont âgées, si tu les as pas changées, si tu n'en as pas trouvé, essaie de les tourner. Je veux dire, ton point de... si tu veux ton point de drisse, par exemple tu vas le passer du côté du piano et ce qui était du côté du piano tu vas le passer sur ton point de drisse pour éviter à un moment donné que ça pète aussi. Voilà, c'est les vérifications qu'il y a tout le temps à faire, que je fais tout le temps et qui permettent de minimiser les problèmes parce que quand je ne l'ai pas fait, c'est là où j'ai eu des problèmes. Alors au niveau des instruments qui permettent de prendre la météo, bon, je te le répète encore une nouvelle fois, je n'ai pas d'Iridium, j'ai une connexion Starlink, les plus, les moins, les oppositions entre l'un entre l'autre, c'est pas le débat. Moi ce que je veux c'est pouvoir prendre mes fichiers météo une fois par jour, hein, c'est pas la peine de les prendre plus non plus, on est sur un régime d'Alizé, donc quelque chose qui est assez fiable même si tu prends pas la météo tous les jours. Bon, voilà, mais fais-le quand même tous les jours. Donc au niveau de la prise météo, il te faut un moyen qui te permette de l'avoir. Ça me semble quand même hyper important sur une traversée de plusieurs semaines. Si tu fais une traversée d'une semaine, bon, tu prends la météo au départ, ça te suffit. Sur la théorie, ça te suffit. Sur le reste, souviens-toi, je t'avais parlé moi des erreurs que je faisais quand je prenais mes fichiers Grid ou quand je regardais dans Windy. Je ne tenais compte que du vent et absolument pas des courants. Et les courants, tu sais qu'à un moment donné, ça m'a joué fortement de défaut sur, je crois, 48 heures de navigation. C'est complexe après parce que tu es obligé, quand tu as passé l'équateur, de remonter au préserré. C'est confortable pour personne de remonter au préserré, encore moins pour le bateau. Donc voilà, tu vois, j'aurais pris d'autres décisions si j'avais tenu compte de ça. Et aujourd'hui, je préfère te faire part de l'expérience si ça peut t'aider
à faire une meilleure navigation que ce que j'ai fait, à avoir un bateau sur lequel tu tires un petit peu moins ou un équipage qui est un peu plus dans le confort. Voilà, c'est tiens compte de tes courants. La pluie maintenant, faut en tenir compte aussi parce que quand ça tombe dans le poteau noir, ça tombe. Ça fait, ça fait vraiment pas semblant. Moi, tu l'as vu, j'avais l'annexe accrochée au portique avec le petit chichou d'enlever, mais ça coule non-stop. Ce qui coule dans la baume aussi quand tu as 1 à 2 riz de prix, c'est torrentiel. Donc tu dois te retrouver, je pense, avec 300-400 litres d'eau sur ton bateau. Donc c'est important d'en tenir compte. Surtout la nuit aussi où tu vois pas grand chose, puisque nous la traversée du poteau noir on l'a fait sans lune, donc avec zéro visibilité, donc tu vois pas de nuages, tu vois rien, il y a juste quand tu vois des étoiles tu sais que c'est plus ou moins bon, quand tu n'en vois pas tu sais que c'est un peu moins bon, mais c'est pas parce que c'est couvert que tu vas avoir des grains. Et bien entendu, la nuit, dans cette zone de navigation là, tu adaptes ta voilure. Mieux vaut être sous-toilé et éviter le problème plutôt que d'avoir une voilure qui est soit surtoilée, soit ce qu'elle doit être, mais qui va te causer problème quand tu prends un grain ou tu passes de 10 à 30 nœuds, que tu as un vent qui tourne dans tous les sens et que là tu dois aller réduire. Si tu dois aller prendre un riz au pied de mât quand c'est des conditions comme ça, c'est pas marrant. Quand tu dois enrouler en partie ton génois, c'est pas marrant non plus. Si tu dois enrouler la totalité de ton génois pour envoyer la trinquette, c'est pas marrant non plus. Donc si tu navigues à on va dire 2 nœuds de moins sur 10 heures, c'est 20 nœuds quoi. 20, pardon, c'est 20 000 nautiques de différence. C'est pas non plus énorme. La journée, si tu renvoies la bonne voilure, tu les rattrapes. Donc voilà, sois un peu plus prévoyant, un petit peu plus confort sur les navigations de nuit. Paf, clap de fin de cette vidéo. J'espère que tu auras pu apprendre des choses. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toutefois toi tu as d'autres astuces pour que les personnes qui passent sur la vidéo puissent avoir des bons conseils. Je t'ai fait part de ma propre expérience, mais ma propre expérience n'est pas la réalité de tout le monde. Voilà, donc si tu peux apporter un petit peu ta pierre à l'édifice, c'est avec plaisir que je t'invite à déposer ton commentaire. Qui puisse être visible vraiment par toutes les personnes qui ont envie de faire une transatlantique, parce que c'est un moment qui est magique, c'est un moment qui est hors du temps, c'est un moment où tu n'es plus pollué par personne, c'est un moment où quand il y a des étoiles tu les vois, chose que tu vois pas à terre, c'est un moment où tu ne respires que du bon air, une fois que tu as passé la zone du Cap-Vert qui est balayée par, je crois que c'est l'Armatan, qui est le vent de sable qui passe sur le Sahara. Donc voilà, c'est que du bonheur cette transat là. Donc voilà, si tu as l'occasion de la faire, fais-la. C'est pas le but d'une vie, c'est une étape, mais voilà, c'est une sacrée belle étape et une des navigations les plus simples qu'il y a à faire, mais à la fois il faut s'y être préparé, parce qu'à partir du moment où tu vas quitter le Cap-Vert, ta prochaine escale, c'est ton point d'arrivée. Il n'y a plus rien quand tu vas aux Antilles, il n'y a plus rien au milieu. Quand tu vas au Brésil, il n'y a plus rien au milieu. Donc si tu as un problème, il faut que tu puisses arriver à le gérer. Et tu le sais, le secret dedans, c'est l'anticipation. On se retrouve la semaine prochaine, nouvelle vidéo. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle va être. J'ai plusieurs chantiers en cours, mais voilà, pour continuer de te proposer du contenu qui t'invite à voyager, à partir et à profiter d'une super nouvelle vie. A plus mon ami.